Bonjour à tous, vous regardez Play Smart, l'émission qui décrypte l'industrie du jeu vidéo en France et dans le monde. Aujourd'hui, dans Serious Game, on s'intéresse forcément à la Paris Games Week. C'est l'événement de fin de mois, du 30 octobre au 2 novembre à Paris Expo, porte de Versailles. C'est la fête du jeu vidéo en France et on va en parler avec Nicolas Vignol. Il est le délégué général du CEL, l'organisateur de l'événement avec deux nouveaux partenaires, GL Events et Fimalac. Seconde partie d'émission, le boss de Play Smart aujourd'hui, c'est Denis Massélia. C'est probablement le député qui compte le plus d'heures de jeu sur World of Warcraft. Mais avec lui, on va surtout parler de l'enjeu politique du jeu vidéo et de comment les politiques peuvent soutenir la création française. Et en fin d'émission, on s'intéressera à la formation au métier du jeu vidéo avec Valérie Dimitrovic. Elle est cofondatrice de Quest Education Group et elle nous expliquera comment se former et surtout qu'est-ce que les entreprises veulent en termes de compétences. Play Smart, nouvel épisode, c'est maintenant. La Paris Games Week, 14e édition, du 30 octobre au 2 novembre, palais des expos, porte de Versailles, et on va en parler avec l'un des organisateurs, Nicolas Vignol, bonjour. Bonjour. Je dis l'un des organisateurs, puisque le CEL, c'est l'organisateur historique, mais que cette année, vous avez le concours de deux nouveaux partenaires, donc GL Events, Fimalac. La répartition des rôles, là, sur cet événement, comment ça fonctionne ? Alors moi j'ai l'honneur d'être le directeur de la Paris Games Week et la marque elle appartient à 100% au syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, au CEL, la marque Paris Games Week. Par contre on a décidé cette année de fonctionner dans une coproduction un peu inédite et cette coproduction c'est pour le meilleur en fait depuis qu'on travaille à cette édition 25 parce qu'on a le meilleur de la logistique et de l'organisation d'événements, GL Events qui a fait les Jeux Olympiques en France de Paris et puis Fimalac qui est un acteur incontournable de la culture et du spectacle vivant. Donc voilà, on se répartit en fait dans une coproduction à trois pour pouvoir partager les pertes, enfin l'investissement et les bénéfices et puis les pertes. Surtout les savoir-faire. Et il y a notamment une nouveauté cette année, c'est les Night Sessions. J'allais dire comme à Roland-Garros. Ça va ressembler à quoi une Night Session cette année à la Paris Games Week ? Ouais, alors vous vous souvenez sur Play Smart, j'avais annoncé un petit peu ça, qu'on allait étendre les horaires, on allait développer des nouveaux formats. Donc le spectacle au-delà du jeu vidéo. Exactement. On veut vraiment être un spectacle et un show autant qu'un salon. Donc il y aura une amplitude horaire sur le salon déjà beaucoup plus grande que les années précédentes. De 9h à 21h, vous pourrez déambuler dans les allées du salon. Et puis tout au long du salon, vous aurez dans le Dôme de Paris des spectacles e-sport, enfin des compétitions e-sport, mais aussi en fin d'après-midi des shows musicaux qui mixeront jeux vidéo et musique. Et puis le soir, le Dôme de Paris se transformera en grande scène de concert pour attirer aussi un public nouveau qui aime le jeu vidéo, qui vient pour d'autres raisons et qui va découvrir le jeu vidéo. On sait que le jeu vidéo, c'est une source aussi de musique, hein, beaucoup de participation, notamment avec des concerts philharmoniques. Enfin, il y a vraiment une grosse culture musicale dans le jeu vidéo. Et le jeu vidéo français qui a cartonné cette année, justement, a brillé par ses musiques. Et je crois que le premier soir, la première night session, justement, c'est un concert clair-obscur. C'est pour lancer les choses sur les meilleurs auspices. Oui, exactement. Alors, vous avez tout résumé. En 2025, ouvrir la Paris Games Week autrement que clair-obscur, c'était juste impossible. Donc, je veux vraiment les remercier. Soundfall Interactive, le studio sans doute de l'année. Bravo à Montpellier. Bravo à Montpellier, exactement, et à toute l'équipe, et puis à l'éditeur Kepler, qui a permis cette diffusion du jeu dans le monde entier. Et on va faire plein de choses avec Soundfall Interactive à l'occasion de cette Paris Games Week, et notamment ouvrir, pas vraiment ouvrir, parce que le mercredi soir, c'est l'opening night de la Paris Games Week, mais dès le jeudi, on aura un peu dans les mêmes conditions que les fans qui pourront aller à la salle Playel voir le concert. La troisième date sur Paris, ce sera la Paris Games Week au Dôme de Paris le jeudi soir. En marge de cette Paris Games Week, en tout cas en marge de la récente conférence de presse, vous avez annoncé aussi l'étude qui est dans l'essentiel du jeu vidéo, avec un chiffre important qu'on va voir. Plus de 40 millions de joueurs de jeux vidéo en France. Ça veut dire quoi ? Que là, on est l'un des plus gros marchés européens, voire peut-être pas au monde, puisque c'est l'Europe qui est un gros marché à l'échelle mondiale, mais la France est un énorme marché de jeux vidéo aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. On est le troisième pays de consommation en Europe, derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Pas très décroché de l'Allemagne. En gros, les proportions, c'est un marché de 10-11 milliards au Royaume-Uni, un marché de 8-9 en Allemagne, et nous 6
Voilà, 6,5. On attendra les derniers chiffres. Donc, on est un très gros marché de consommation, je confirme. Et puis, ce 40,2 millions de joueurs, jamais on a atteint un nombre de joueurs et de joueuses de jeux vidéo en France aussi élevé. Et 75%, je crois, de ces 40 millions sont des joueurs réguliers, c'est-à-dire 2, 3, voire 4 fois par semaine minimum, ce qui est quand même conséquent. Ça veut Oui, dire des gens qui exactement. investissent aussi. Parce que les chiffres du CEL, en fait, chaque année, quand on annonçait ces 38, 39, 40 millions de joueurs, on nous disait c'était bien normal. Oui, mais ça prend aussi en compte la personne qui joue une fois même par an dans le bus à Candy Crush. Alors oui, je redis, ça considère absolument tous les joueurs, sauf qu'on a voulu à chaque fois adjoindre à ce chiffre la photo plus précise de qui sont ceux qui jouent au moins une fois par semaine. Et là, on a quand même une forme de régularité. Et ils sont 76% de ces 40 ça, millions. C'est un marché. Donc il y a 30,5 millions de joueurs réguliers en France. Donc ça, c'est une base hyper solide. Et pour bien connaître un marché, il faut rentrer dans le détail. On va peut-être voir une autre infographie, c'est sur les profils des joueurs. L'âge moyen, c'est 40 ans, ce qui est contre-intuitif, puisqu'il y a encore 10 ans, quand on parlait de jeux vidéo, on pensait que le marché, c'était des jeunes, moins de 25 ans. En réalité, c'est des adultes, essentiellement, qui font 75% de ce marché. Ça change beaucoup de choses. Oui, vous avez parfaitement raison. À 88%, c'est ce que montre notre étude, ce sont des adultes qui jouent aux jeux vidéo. Et pour autant, quand on regarde dans les tranches d'âge enfants, adolescents, jeunes, jusqu'à 18-24, on va dire les 18-24 ans, le taux de pénétration du jeu vidéo comme média prioritaire chez ces générations-là est très très haute. C'est-à-dire que vous avez 95%, vous retrouvez ça dans notre étude, des 10-14 ans par exemple, qui jouent aux jeux vidéo. Ce sont les joueurs de demain dans 10 ans. Voilà, ce sont les joueurs de demain. Donc ce que j'allais dire, c'est qu'il faut prendre cette photographie pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que oui, les adultes jouent beaucoup aux jeux vidéo et plus, on va dire quantitativement, que les enfants et les adolescents. Mais le marché se dessine et se fidélise à partir des ados. Et c'est là qu'on retrouve aujourd'hui, et qui est hyper intéressant dans l'histoire du jeu vidéo, c'est qu'on a aujourd'hui des quadras qui ont commencé à jouer il y a 20-25 ans. Et qui ont transmis peut-être à leurs enfants. On verra justement dans les allées de la Paris Games Week cette composition très hétéroclite et plurigénérationnelle de gamers français. Merci beaucoup Nicolas Vignol. Merci à vous. Directeur délégué général du CEL, organisateur donc, de la Paris Games Week, c'est du 30 octobre au 2 novembre, Paris Porte de Versailles, donc achetez vos billets parce que ça va partir très très vite. On vous souhaite une très belle Paris Games Week, faire au moins aussi bien que la Gamescom à Cologne. Et on se retrouvera après avec James Rebourg. Le rendez-vous est déjà pris pour faire un bilan de cette Paris Games Week. On va continuer Play Smart. On va s'intéresser, on va inviter quelqu'un qui sera sûrement à la Paris Games Week, Denis Massélia, le député qui a généralisé les discussions autour du jeu vidéo à l'Assemblée nationale, un député qui a beaucoup joué aussi à World of Warcraft. Je l'accueille après le jingle. Le boss de PlaySmart, le grand entretien de notre émission consacrée à l'industrie du jeu vidéo. Aujourd'hui, j'accueille non pas un professionnel directement de l'industrie, mais un homme politique qui s'investit énormément pour la soutenir. Denis Massélia, bonjour. Bonjour. Donc député depuis déjà pas mal d'années et surtout, vous êtes le président du groupe d'études jeux vidéo à l'Assemblée nationale. C'est vous qui avez émis l'idée, qui l'avez créé et qui le présidez depuis sa création. Techniquement, ça sert à quoi, ce groupe ? En effet, j'ai demandé la création du groupe d'études jeux vidéo en 2017 lors de ma première élection. Et à votre question, à quoi il sert ? Il sert à faire une veille sur les sujets du jeu vidéo et de l'e-sport. Et donc, c'est dans ce cadre-là que tous les députés de l'Assemblée nationale qui le souhaitent peuvent l'intégrer pour échanger, discuter avec les acteurs, avec l'ensemble des intervenants de l'industrie du jeu vidéo et de l'e-sport. La mise en place, si je ne me trompe pas, c'était le 6 mars 2018. Quand vous avez eu votre premier mandat de député, vous aviez dit que le jeu vidéo n'était pas forcément votre priorité, enfin que vous n'ayez pas en traité tout de suite. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement, très rapidement, à avancer sur ces questions-là ? Vous savez, moi, je viens du monde de la société civile et je me suis engagé en politique pour travailler sur des sujets qui étaient mis de côté par les politiques par le passé. Je ne viens pas du secteur du jeu vidéo, vous l'avez dit, mais néanmoins, en complément de mon activité d'ingénieur, puisque je suis ingénieur de formation, j'avais créé une auto-entreprise de rétro gaming, c'est-à-dire que je récupérais de vieilles consoles qui ne fonctionnaient pas pour les réparer et pour pouvoir les revendre. Donc, en plus de joueur, j'étais aussi quelqu'un qui participait avec ma petite entreprise dans le jeu vidéo. Donc, clairement, en tant que député, j'ai souhaité pousser ce sujet qui, je rappelle, aujourd'hui, c'est pratiquement 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'échelle
Dernier bilan du CEL. C'est ça, à l'échelle nationale, sans parler de l'e-sport et même plus largement de tout ce qu'amène aujourd'hui cette culture que certains qualifient de geek. Il suffit de voir ce qui s'est passé ce week-end avec le Jeep Explorer. Et puis quand on voit aussi toute la création de livres autour du jeu vidéo, les concerts autour du jeu vidéo, on voit que ça dépasse largement le cadre purement des consoles de jeu. Mais vous, quand vous avez émis cette idée, quand vous en avez discuté dans les couloirs de l'Assemblée, quels ont été les premiers retours? Est-ce qu'au début, les gens se demandaient si vous étiez vraiment sérieux ou au contraire, il y a eu des retours très positifs tout de suite? En fait, il n'y a pas. C'est d'ailleurs étrange, la question c'est soit noir, soit blanc. Non, C'est entre les deux. C'était entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui jugeaient que le sujet n'était pas sérieux, qu'il n'y avait pas de travail à faire, et d'autres qui jugeaient que c'était extrêmement important de pouvoir le faire. Néanmoins, force est de constater que. J'en ai parlé en 2017, ça a été créé en 2018. Aujourd'hui, on est en 2025, bientôt 2026. Le groupe d'études jeux vidéo est encore là. Ça prouve bien qu'il a montré qu'il a porté quelque chose au débat au sein de l'Assemblée nationale. Là, si vous deviez résumer les 2-3 gros dossiers les plus importants que vous ayez pu faire avancer grâce à lui, il y a quoi? Il y a le crédit d'impôt jeux vidéo. Il y aurait quoi comme autre type d'action qui pourront, selon vous, a impacté l'industrie française? Alors, le groupe d'études jeux vidéo a vocation à faire une veille thématique qui ne nous permet pas de faire avancer les dossiers. Oui, c'est voté. Néanmoins, je suis aussi rapporteur du budget sur les industries culturelles, dont est le jeu vidéo créatif. Quels sont les dossiers qui ont pu faire avancer? La prorogation du crédit d'impôt jeux vidéo jusqu'en 2031, par exemple, mais également la TVA à 5,5 sur la billetterie e-sportive, qui est, à mon sens, une grande avancée. Voilà, donc 2 éléments. Maintenant, sur le groupe d'études jeux vidéo, parce que vous me posez la question à quoi il sert, il lui a permis surtout d'échanger, de discuter, de mettre en avant certains sujets. La place de la femme dans l'industrie du jeu vidéo et de l'e-sport. Comment on accompagne les personnes qui ont handicap à la pratique du jeu vidéo. On a fait, d'ailleurs, dans ce cadre-là, il y a quelques mois maintenant, un événement à l'Assemblée nationale pour montrer, mettre en avant tous les dispositifs qui peuvent exister. Voilà, le groupe d'études, lui, est plutôt dans la veille. Et après, le député peut avancer sur plusieurs sujets dans le cadre du travail à l'Assemblée nationale. Un grand enjeu quand on parle d'industrie du jeu vidéo, c'est économique. C'est-à-dire faire en sorte que le tissu survive, que les professionnels puissent être rentables avec leurs studios, les maisons d'édition également. Et on a eu, je donne 2 exemples, le jeu Les Fourmis ou encore le jeu Dordogne, 2 productions françaises dont les studios ont fermé faute de trouver une rentabilité économique. Ça, vous diriez que c'est le grand enjeu, c'est de trouver un fonctionnement, un modèle économique plus général pour le tissu français, pour que ces studios-là, quand ils réussissent à un beau jeu, un bon jeu reconnu, ils puissent avoir le droit d'en faire un autre derrière? Alors, vous appuyez sur l'aspect économique du jeu vidéo. Pour moi, le jeu vidéo a 2 grands aspects qui sont indissociables l'un de l'autre. D'une part, la partie économique, d'autre part la partie culturelle. Et dans ce cadre-là, j'ai envoyé à plusieurs reprises à différents premiers ministres un courrier leur demandant un travail sur la souveraineté économique et culturelle du jeu vidéo en France. Aujourd'hui, il existe plusieurs dispositifs. On a parlé du crédit d'impôt jeux vidéo qui a été prorogé jusqu'en 2031. On a aussi le FAJV, le Fonds d'aide aux jeux vidéo, qui permet l'accompagnement des petites structures qui se lancent dans le jeu vidéo. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs. Force est de constater qu'à mon sens, ils ne sont pas suffisants. On devrait avoir un travail non pas point par point, mais de façon globale. Voilà, aujourd'hui, on a quelques dispositifs, mais il faudrait l'intégrer dans une vision beaucoup plus globale sur l'accompagnement de l'industrie du secteur du jeu vidéo en France, tout en sachant, et ça c'est extrêmement important, qu'aujourd'hui on a des talents en France et qu'il ne manque pas grand-chose pour pouvoir permettre à tous les studios dont vous parlez de perdurer dans le temps. On a par exemple, quand vous parlez de culture, on parle de soft power presque, de rayonnement culturel français. Le jeu qui a vraiment marché cette année, je crois que vous y avez joué, en tout cas vous l'aviez mentionné à une réunion du SNJV, c'est Clair Obscur Expédition 33. Là, ils vont être rentables cette année, c'est sûr, avec un tel carton. Mais par exemple, un studio comme celui-ci, qui est un studio indépendant, est-ce que le politique doit à terme faire en sorte de pouvoir les aider à être pérennes? C'est-à-dire que Sandfall, par exemple, si le prochain jeu est moins réussi, est-ce que le politique doit être capable d'avoir des mécanismes pour soutenir un tel studio? Alors, vous m'avez posé la question si oui, j'ai joué et je l'ai fini. Vous parlez de l'avenir, moi j'ai parlé de l'actualité. Sandfall, je suis allé les voir à l'invitation d'une collègue députée qui est également élue dans la ville de Montpellier. Il y a eu un accompagnement de l'agglomération, de la région, mais vous oubliez à l'échelle nationale.
Sunfall Interactive va bénéficier de crédits d'impôt jeux vidéo. Je ne donnerai pas la somme parce que ce sont des informations Bien sûr. fiscales et qui sont bien sûr des informations internes, mais le plus gros soutien aujourd'hui de Sunfall, il est à l'échelle de l'État. Mhm. Ne l'oublions pas. Sans le dispositif du crédit d'impôt jeux vidéo, il est possible, il est probable que Clair Obscur n'ait pas été réalisé. Donc je pense que la première action, c'est déjà de pérenniser dans le temps l'ensemble des dispositifs qui ont montré leur efficacité. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais député de la commission des finances. J'ai fait un rapport d'évaluation sur le crédit d'impôt jeux vidéo. Force est de constater qu'il est extrêmement efficace. Il faudrait y apporter quelques évolutions pour le rendre encore plus efficace. Et là-dessus, je m'attellerai dans le prochain budget de continuer à pousser ces avancées. Et dans un second temps, on doit avoir un gros travail sur la souveraineté de nos structures de jeux vidéo. Le grand risque aujourd'hui pour Soundfall, mais pas que, pour Ubisoft et pour toutes ces structures-là, c'est d'être racheté par des fonds de pension étrangers. On a vu Tencent, que les oui, États-Unis étaient très actifs, que la Chine était très active. Arabie Saoudite. Mais là, on voit l'Arabie Saoudite avec EA Sports qui a été racheté il y a peu de temps. Donc, on doit aujourd'hui avoir un travail à l'échelle nationale sur comment on garde nos pépites en France. Parce que le risque, c'est qu'on développe notre tissu économique, industriel et culturel du jeu vidéo pour que les plus grands studios, ceux qui arrivent à émerger, soient rachetés par des entreprises étrangères. Et ça, personnellement, je ne le souhaite pas. Dans le cas de eSport, on est sur une transaction à 55 milliards de dollars. À ces niveaux, à ces chiffres-là, la France ne peut pas faire grand-chose. C'est peut-être pas au niveau européen derrière qu'il faut aussi penser. Il faudra, et ça, c'est beaucoup plus large que le secteur du jeu vidéo, on doit avoir aujourd'hui une réflexion à l'échelle européenne, et donc à l'échelle nationale aussi, sur comment on finance la tech. Comment on finance l'IA, comment on finance les startups, comment on finance le jeu vidéo, qui sont des entreprises énormément capitalistiques, sur lesquelles il y a besoin de beaucoup d'argent. Donc oui, on doit avoir une réflexion. Et je reviens sur ce que j'ai dit, ça fait plusieurs années que je demande à ce qu'on ait un travail à l'échelle nationale sur le financement du jeu vidéo, au travers de ce qu'on appelle la souveraineté du jeu vidéo. Quand vous le dites comme ça, on a l'impression que tout le monde est censé être d'accord. Préserver la souveraineté culturelle française, donc préserver les grands fleurons. Qu'est-ce qui bloque en fait? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne serait pas encore arrivé à cet état de fait où on a des mécanismes qui soient suffisamment puissants pour qu'on n'ait pas à s'inquiéter du fait qu'un grand acteur étranger d'un pays non extra-européen puisse investir massivement, par exemple chez Ubisoft ou dans d'autres grandes structures françaises? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui manque? Je ne le sais pas. Si je le savais, je ne demanderais pas à ce qu'on travaille sur le sujet. Pour l'instant, avant de faire des propositions, vous savez, dans le monde politique, souvent on fait des conclusions avant même d'avoir fait des études. Peut-être que je suis à rebours des grandes phrases et des grandes buzz de la politique. Moi, ce que je souhaite, ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'on travaille, qu'on réfléchisse et qu'on puisse échanger avec un certain nombre d'acteurs pour collectivement construire cet outil qui permettrait à la France d'assurer une stabilité sur nos industries culturelles, parce qu'on parle du jeu vidéo, mais je parle aussi de l'animation, où la France est un leader mondial de l'animation. On a aujourd'hui un vrai travail à faire sur l'animation, sur le jeu vidéo, sur la défense de nos industries culturelles. La grande difficulté, est-ce que c'est pas qu'on est à mi-chemin, enfin, sur deux chaises? D'un côté, la tech, l'innovation, qui est un enjeu très très fort, vous parliez de l'IA, le culturel, c'est deux mondes historiquement radicalement différents, et il faut trouver des mécanismes finalement qui peuvent fonctionner pour les deux types d'industries. C'est là la difficulté. Je ne sais pas si c'est deux mondes radicalement différents. Est-ce qu'au niveau de l'administration et est-ce qu'au niveau des ministères, on a dissocié l'un de l'autre? La réponse est oui. Le jeu vidéo, d'ailleurs, dépend de Bercy au travers de la DGE et dépend du ministère de la Culture. Donc, ce sont ces deux jambes qui sont censés travailler ensemble. Qui doivent travailler ensemble. Ce que je peux vous dire pour échanger avec les acteurs du jeu vidéo, et peut-être que vous pouvez leur poser la question, à moins que vous l'ayez déjà fait, eux aspirent à continuer à travailler avec les deux. Souvent, on oppose la tech et la culture. Non, le jeu vidéo, c'est l'association des deux. C'est exactement le secteur qui impose d'associer les deux types de compétences. Et justement, il y a un enjeu fort, c'est la formation. Au niveau de la formation des nouveaux talents dans l'industrie du jeu vidéo, on en parlera plus en détail dans la partie suivante. Est-ce qu'il y a aussi des choses à mettre en place au niveau de l'éducation nationale pour amener des jeunes vers des filières de métiers qui sont techniques, qui sont culturelles, mais qui puissent alimenter cette industrie qui, a priori, peut paraître secondaire, mais en fait, quand on voit les chiffres, quand on voit les enjeux techniques, culturels, ça devient une industrie extrêmement importante, créatrice d'emplois. On le voit au niveau des régions, quand on soutient à Montpellier le jeu vidéo, ça crée beaucoup d'emplois. Est-ce que
Il y a une troisième jambe avec laquelle travailler, qui est l'éducation nationale. Il y a déjà une école publique pour le jeu vidéo, et ça, je souhaite le rappeler. Peut-être faut-il en créer une ou deux de plus. C'est un débat et une discussion qu'on doit avoir. Mais à mon sens, aujourd'hui, on a en France des écoles de grande qualité que le monde entier, d'ailleurs, nous envie pour le jeu vidéo. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance. Maintenant, vous parlez de création d'emplois. Former des jeunes, c'est bien. Leur permettre de pouvoir après travailler dans l'industrie qu'ils adorent, c'est mieux. Et à mon sens, le gros travail à l'heure actuelle, c'est celui de pouvoir structurer, ou du moins de pouvoir accompagner le développement des studios de jeux vidéo en France, qui permettra donc d'avoir de l'emploi pour les personnes, pour les jeunes, et d'ailleurs parfois les moins jeunes, qui sortent de l'école. De l'emploi pérenne. Mm. Une question à propos de ce groupe d'études jeux vidéo, sachant qu'on a une grande instabilité politique, sachant que vous ne serez peut-être pas toujours député, est-ce que ce groupe a vocation à perdurer une fois que Denis Massélia n'est plus à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il est aujourd'hui, est-ce que vous sentez que ce groupe, en fait, il va perdurer, il est pérenne? Je rappelle que le choix des groupes d'études se fait par demande des députés lors d'une nouvelle session parlementaire, c'est-à-dire lorsque les députés arrivent aux responsabilités. On verra une fois que Denis Massélia n'est plus député, si un ou plusieurs autres députés souhaitent reprendre ce groupe d'études jeux vidéo. Néanmoins, j'ai toujours dit que le plus dur était de créer le groupe d'études jeux vidéo. Dans l'avenir, à mon sens, le plus dur, ce sera d'être président du groupe d'études jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une évolution démographique où de plus en plus de jeunes arrivent aux responsabilités avec cette culture du jeu vidéo. Et je serais très surpris que dans l'avenir, ce groupe d'études soit remis en question. Vous avez vu les chiffres du CEL à propos des 40 millions de Français joueurs de jeux vidéo et essentiellement des adultes. Je pense que c'est un peu à ça aussi que vous faites référence sur cette évolution démographique. Alors, vous parlez de cette évolution, mais c'est une évolution logique, puisque plus de 90% des jeunes jouent aux jeux vidéo. Et la société d'un jeune, c'est qu'avec le temps, il devient moins jeune. Il devient moins jeune et il joue toujours. Et il joue toujours, ou au moins il a cette culture du jeu, parce qu'il est né dans une société où tous les jeunes jouaient, ce qui n'était pas forcément le cas lors de ma génération. J'étais plutôt de la minorité des joueurs. Maintenant, la minorité, c'est celle qui ne joue pas. Donc voilà, cette évolution de la démographie, ce temps qui passe, fait que dans quelques années, plus personne sera là pour critiquer le jeu vidéo. Je vais même aller plus loin. Vous savez, lorsque vous écoutiez Led Zeppelin il y a quelques décennies, quand vous étiez jeune, on vous disait « c'est pas de la culture ». Aujourd'hui, celui qui parle de Led Zeppelin est quelqu'un qui a de la culture. Dans le jeu vidéo, dans quelques dizaines d'années, celui qui parlera de Total Annihilation et de ses soirées passées sur World of Warcraft sera quelqu'un considéré comme ayant de la culture. Celui qui sera capable de dire quelle fin j'ai choisi sur Clair Obscur, ça fera partie de la culture. Vous avez encore combien de temps, combien d'heures vous arrivez à consacrer aujourd'hui aux jeux vidéo? Est-ce que vous jouez encore ou là, c'est pas possible? Je ne sais pas vous répondre sur le nombre d'heures. Néanmoins, je vous confirme que je joue encore, puisque le jeu vidéo, dans le cadre familial, est un espace où, avec ma femme et mes enfants, nous partageons une passion. Voilà, le jeu vidéo, c'est plus, ça a pu être le cas par le passé, ça ne l'est plus aujourd'hui, un espace où les jeunes se referment sur eux-mêmes, mais ça peut être un espace de jeu collectif. Et puis, au vu de l'actualité, je ne vous cache pas que je préfère faire une partie de jeux vidéo qu'allumer des chaînes de télévision en continu d'information. Denis Massélia, merci beaucoup. Donc, je rappelle, député depuis 2017, président du groupe d'études jeux vidéo à l'Assemblée nationale. On vous réinvitera quand vous voulez, vous m'indiquez la date et vous revenez sur ce plateau. Ce sera toujours un plaisir de vous accueillir. On va s'intéresser dans la dernière partie de PlaySmart à la question de la formation avec Valérie Dimitrovic. Elle est cofondatrice de Quest Education Group. Elle va nous parler du marché de la formation et surtout des besoins des entreprises du jeu vidéo en termes de compétences. Créer des jeux vidéo, ça s'apprend et on va en parler aujourd'hui avec Valérie Dimitrovic qui est directrice générale, cofondatrice de Quest Education Group. Bonjour. Bonjour. En quelques mots, c'est quoi ce groupe? Et il y a notamment une école qui nous intéresse particulièrement, c'est le Gaming Campus. Oui, donc Quest Education Group, créé en 2018, un groupe d'enseignement supérieur qui propose des formations à Bac+3 ou Bac+5 et qui délivre des titres RNCP niveau 7. Donc, ce qui est reconnu par le ministère du Travail. Au niveau de la formation au métier du jeu vidéo, prenons le point de départ. Je suis le parent d'un enfant qui est intéressé, ou alors je suis une personne qui veut se reconvertir, ça peut aussi être le cas.
quelles sont les bonnes questions à se poser, les premières questions essentielles à se poser quand on veut se former pour travailler dans cette industrie? Oui, alors je commence peut-être par la formation continue. L'upscaling, aujourd'hui, c'est 85% à peu près des salariés du secteur du jeu vidéo qui s'auto-forment, et c'est d'ailleurs dans l'esprit. Donc Ils aujourd'hui, s'auto-forment en faisant des formations courtes, bien sûr, via le CPF par exemple, enfin financées voilà, alors non, qui s'auto-forment, donc qui apprennent par eux-mêmes sur le terrain. sur le terrain, parce que c'est aussi dans leur ADN. Là, il y a un vrai besoin en formation continue, pour de l'upscaling, sur des formations courtes, très ciblées, très techniques, en fonction des besoins, et puis aussi sur les soft skills, donc capacité à travailler en équipe, etc., mais qui est assez courant dans le jeu vidéo. Parce que quand on parle de jeux vidéo, donc on parle des éditeurs, on parle des studios, et surtout on parle de catégories de métiers quand même assez différentes, puisqu'on va de métiers très techniques Tout à à fait. des métiers très culturels. Par exemple, scénariste, on n'a peut-être pas besoin d'apprendre à coder. Tout à fait. Comment en fait on arrive à s'y retrouver si moi je veux chercher une formation? Il y a quelle grande catégorie de métiers Alors, aujourd'hui qui justement, recrutent? Justement, si je suis une famille ou un candidat, un élève qui a envie de rentrer dans ce domaine, je vais regarder les formations par grande famille de métiers. Mmh. Ça, c'est super important. Donc, il y a les familles art, artistes, il y a les familles business, et puis la grande famille tech, développeurs. Donc, je vais regarder des formations pointues, donc avec des grandes familles de métiers, puis après, j'approfondis Ce qui sur correspond des à ce que je métiers. veux faire précisément. Oui, alors pas forcément ce que je veux faire, parce que les étudiants ont une idée. Et après, il y a, en France, on a la FJV qui produit quand Donc, même des belles l'Association enquêtes. française du jeu vidéo. L'Association française du jeu vidéo, avec quand même les premières plateformes de recrutement, donc qui permet de voir les métiers qui recrutent aujourd'hui, les métiers en tension. Et justement, c'est quoi les principaux métiers en tension aujourd'hui dans Alors, l'industrie? Des métiers techniques, donc les développeurs, mais engine, tools, donc vraiment Tout ce qui C++. va permettre de créer le squelette du jeu, son expérience utilisateur. Tout à fait. Certains métiers parmi les artistes, donc des tech artistes par exemple, et puis dans le business, je dirais tous les métiers liés à la data et à l'IA. Voilà, et l'IA évidemment Va est devenir une le gros poids compétence. lourd, le gros poids lourd en termes de demande de compétences. Oui, c'est une compétence les écoles doivent former bien entendu à l'IA, puisque c'est déjà intégré. En préparant cette émission, vous avez mis le doigt aussi sur les soft skills. Donc, on en parle Oui. beaucoup sur les antennes de Bismart, notamment dans l'émission Smart Job. Donc, tout ce qui est savoir-être, pas savoir-faire, mais justement savoir se comporter, savoir parler aux gens. En quoi les soft skills sont devenus si importantes dans l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui? Alors, l'industrie du jeu vidéo, c'est quand même des métiers qui travaillent ensemble pour produire un jeu. Des métiers très différents. Voilà, donc il y a beaucoup de gestion de projet, donc beaucoup de communication. Donc, ce qu'attendent les studios aujourd'hui, c'est qu'on forme nos étudiants à avoir des compétences sociales et relationnelles. À compétences équivalentes, on va prendre la personne qui est la plus à l'aise, qui est la plus capable de travailler en équipe aussi, qui s'exprime bien, qui respecte les enjeux des autres métiers. Ça, c'est super important. Les besoins, par exemple, d'un éditeur quand il travaille dans un studio. Il y a aussi ça, peut-être, Exactement. qui compte. Merci beaucoup, Valérie Dimitrovitch. Le temps file très, très vite. Directrice générale et cofondatrice donc, de Quest Education Group, et donc entité qui pilote notamment le Gaming Campus. On vous réinvitera forcément dans l'émission, émission qui, pour aujourd'hui, malheureusement, est terminée. Je remercie Fabien qui était à la réalisation, l'immense Paul qui était au son, Sylvie Laoudjan qui était à l'édition. On se retrouve le mois prochain, n'oubliez pas, d'ici là, jouer c'est bien, jouer intelligemment, c'est mieux.